OK, donc on va commencer le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est quoi? C'est toute une formation. C'est là de pouvoir utiliser, comment utiliser les différents LLM et comment interagir avec les différents prompts, quels que soient les types de LLM. Ça, on n'interagit pas avec les différents LLM en langage simple. Quand vous utilisez un langage simple, vous allez avoir beaucoup d'hallucinations, vous n'allez pas avoir des informations structurées. Vous pouvez penser que ce que vous avez, c'est une bonne information, mais il y a beaucoup d'informations qui peuvent être erronées, surtout si vous êtes en version gratuite. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser les fondamentaux et les techniques avancées du prompt engineering, comprendre les différences entre les principales plateformes d'IA et les spécificités, parce que chaque plateforme a sa spécificité, et également mettre à votre disposition toutes les compétences pratiques pour adapter ça en fonction du contexte burkinabé ou africain, et identifier les applications concrètes dans les secteurs sociaux et les opportunités locales. Ça va être le dernier point. Donc, le prompt engineering n'est pas seulement une technique, c'est une compétence stratégique qui permet d'exploiter pleinement le potentiel des modèles IA pour répondre à des besoins spécifiques. Là, véritablement, je pense que, bon, cette image n'est pas très, très visible pour ceux qui sont ici. Donc, là, c'est d'abord mettre le prompt, écrire, mettre le contexte. Et dans le contexte, vous voyez qu'il y a tous les tokens, il y a la tokenisation et le fine-tuning, c'est-à-dire quelles sont les différentes spécificités que vous souhaitez avoir et avant maintenant d'avoir l'information souhaitée. Ce qu'il faut retenir, il y a l'instruction, le rôle, le contexte, le format et j'ajoute même souvent l'exemple. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez les différents LLM, quand vous décidez d'interagir avec ChatGPT, actuellement, ils commencent à mettre les spécialisations, mais ça peut ne pas être très suffisant. C'est quoi la spécialisation? Ça veut dire que vous êtes dans un domaine spécifique. Supposons que vous êtes dans un exemple. Dans quel domaine? Supposons que vous êtes en psychiatrie. Supposons que vous voulez avoir une information en psychiatrie. Avoir une information en psychiatrie, ça peut être, par exemple, des données en rapport avec ceux qui font des hallucinations. Les données statistiques sur les hallucinations. Qu'est-ce que vous allez demander à ChatGPT? Habituellement, vous allez demander, je veux des statistiques sur les hallucinations qui sont déroulées qui ont été publiées en Afrique. Quand vous donnez ça au LLM, ce n'est pas une bonne façon de faire. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que quelqu'un ait publié ça dans un blog. Ou bien nous, on est là, on s'assoit ensemble, on discute, on dit que, attends, au Burkina, on a semble qu'il y a eu 40 personnes qui ont fait l'hallucination. Il prend, il part le mettre dans son blog. L'autre a dit que, non, moi, je suis au Niger, mais j'ai entendu parler de 60. Lui, ici, non, il n'est pas publié, il met ça dans le blog. Et quand vous demandez au LLM, si ça a été publié dans un site web il y a 5, 6 ans, quand vous le mettez, quand il va partir, il va aller récupérer l'information et va mettre à votre disposition. Au Burkina Faso, en 2001, il y a eu 30 hallucinations. Il y a eu 30 cas qui ont été notifiés. Vous allez penser que c'est une bonne information. Donc, vous voyez, ça, c'est l'hallucination. Ce n'est pas une bonne information. Ce qu'il faut faire, il faut mettre dans le prompt. Premièrement, il faut le spécifier. En tant qu'expert en psychiatrie, de renommée internationale, ayant fait des publications ou ayant des informations scientifiques sur les hallucinations, là, vous avez spécialisé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous l'avez spécialisé. Là, c'est moi, vous lui donnez son rôle. Les blogs, il n'est pas spécialisé, il ne va pas aller là-bas. Ça veut dire qu'il va aller dans les articles scientifiques qui ont été publiés, les articles de renom, les sites web certifiés, parce que vous l'avez spécialisé. Il avait dit qu'il est spécialiste dans temps, de renommée internationale, qui peut faire temps. Et vous lui donnez le contexte. Je souhaite avoir des informations sur les hallucinations qui sont déroulées. Est-ce que vous doivez lui donner le contexte? Et je vais les chiffres datant de temps à temps, soit sur le Burkina ou sur le continent africain.
Et si vous avez des exemples, vous dites à titre d'exemple, si c'est un fichier joint, vous dites voici, voilà en attaché l'exemple qui a été publié pour ton information. Et vous lui dites le format de sortie, je souhaite avoir l'information sous forme de paragraphe en 300 ou 200 mots. Ou bien je veux l'information sous forme de tiret. Ou bien je veux l'information sous forme de tableau. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est très important dans le prompt engineering. C'est une compétence complètement à part. Donc, l'utilisation des LLM, ça ne s'utilise pas comme vous le faites. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'une fois que vous allez sortir, vous n'allez plus utiliser les LLM comme vous l'utilisez avant. Utilisez les LLM pour demander une information. Il faut que vous soyez structuré. Il faut que vous ayez les compétences en prompt engineering. Oui. Il y a dans le chat, je vous montre dans le Drive, j'ai mis un document dans le Drive. À distance, vous nous entendez? Parfaitement. 5 sur 5, hein. Ok. Je vais ouvrir Sauf que souvent, ceux qui posent les questions, comme nous n'entendons pas, bon, au début, le formateur reprenait la question, mais Ouais, ouais, il a demandé, après, est-ce que il y a un document qui est disponible, c'est vrai, j'ai oublié de répéter ça. On va aller dans le Drive. Dans le Drive, il y a ce document-là. Vous voyez à distance, vous voyez? Je pense que j'ai partagé seulement le. Il y a ce document-là en PDF, prompt. Je vais le télécharger et je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir comment ça se présente. C'est bon, vous voyez à distance. C'est oh, bon? Oui, 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 oui. c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, l'acronyme CREATE, le contexte. Dans le contexte, vous pouvez dire c'est dans la rédaction, c'est pour un auteur, vous êtes médecin, avocat, coach de vie, ingénieur, marketeur, analyste, statisticien, actuaire, journaliste. Voici tous les contextes que vous pouvez donner comme contexte. Dans les résultats, qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Vous voulez écrire un email, un article, un livre, c'est pour un site web, vous voulez un titre, vous voulez écrire un manuel, vous voulez écrire un discours, vous voulez écrire un script, c'est un plan, c'est une instruction, c'est un contenu. Vous lui donnez les explications, les détails, donnez tous les détails. Ça peut être un résumé que vous allez rejoindre, expliquer c'est une création, vous pouvez faire la comparaison. Comme explication, ça peut être des informations contrastées, évaluer, faire une critique, description. Et l'acteur, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait à soi? Est-ce que vous voulez qu'il se comporte comme étant un propriétaire d'entreprise? Est-ce que vous voulez qu'il se comporte comme une personne qui a réussi, des personnes qui réussissent? Est-ce qu'il peut, doit se comporter comme une femme, un homme, un jeune adulte, un étudiant, un parent d'élève, un senior un adolescent Donc, vous lui donnez le rôle véritablement. Il faut que vous le spécialisez. Tant que vous ne le spécialisez pas, il va aller dans tous les sens. Et maintenant, le ton. Le ton est très important. Dans le ton, vous voulez que l'information soit un ton persuasif, engagé, sérieux, informatif, un ton divertissant, conversationnel, professionnel, amical, inspirant, et également vous donner maintenant l'explication et comment il doit élargir, est-ce qu'il doit développer, est-ce qu'il doit expliquer, est-ce qu'il doit répéter ou doit modifier. Donc, avec l'acronyme CREATE, quand vous avez ça, c'est important que vous ayez ce document-là. À ce moment, ça peut même vous aider. Mais quand vous allez commencer à l'utiliser, vous n'allez même plus regarder ce document encore. Vous allez, tellement que ça va devenir vraiment euh, un truc quotidien dans votre train-train. Quand vous allez commencer à l'utiliser, ça va aller très vite. Vous commencez à l'utiliser, les gens vont se demander pourquoi vous êtes en train d'écrire autant comme ça. Quand vous écrivez de manière structurée et quelqu'un qui n'est pas structuré n'allait pas avoir les mêmes informations.
L'autre va penser qu'il a de bonnes informations, mais il y a tous les types d'hallucinations qui sont dedans, ça va aller dans tous les sens. Donc, à partir de maintenant, le prompt engineering, il faut que vous utilisez la méthodologie, notamment d'interaction avec les LLM pour avoir les bons résultats. Oui? Non, non, non. Ça peut être, mais il va vraiment comprendre. Vous êtes temps, je vais faire temps, il le comprend directement. Vous n'avez pas besoin de mettre contexte, deux points, explication, ton. Non, 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 c'est pas la peine de. Mais si vous le faites, il va le comprendre. Mais vous pouvez le faire en phrase tout entier. Même si vous n'avez pas mis de point ni de virgule, de manière continue, ça ne change absolument rien dans le prompt. Mais l'essentiel est que l'idée y soit. Oui, oui, oui. Mhm. Non, c'est l'IA qui fait, c'est pas. Oui, oui. Mhm. Oui. Voilà. Voilà. Si c'est comme ça, par exemple, si je prends votre exemple, vous lui dites qu'il est journaliste, expert en journaliste. Il est expert. Non, lui, il est expert en journaliste dans tel domaine. Maintenant, le contexte, c'est je veux faire un article. Là, maintenant, lui, d'abord, tu lui dis qu'est-ce qu'il est. Donc, la place, voilà, tu lui mets son rôle, tu lui donnes d'abord son rôle. Et maintenant, tu dis que je veux maintenant faire, ou bien fais-moi. À ce moment, lui va comprendre que c'est. Tu lui dis fais-moi. À ce moment, il sait vraiment ce que tu veux qu'il fasse. Voilà, d'abord, tu lui donnes sa place. Il est ça, et dit maintenant, fais-moi telle chose. À ce moment, il va comprendre. D'abord, tu l'as déjà spécialisé, et tu lui dis maintenant de faire maintenant la chose. Ça, c'est dans le contexte. Ah bon? Qu'il est ça? Non, 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 non. Oui. Oui. Tu peux mettre le jeu, mais tu lui dis, fais-moi. Voilà. Voilà. Tu dis, il est expert en temps, je veux, ou bien tu dis, fais-moi, ou bien tu l'instruis au fait. Tu peux l'instruire, tu dis, fais-moi. À ce moment, il sait que ce n'est pas qu'il veut faire. Voilà. Tu es expert en temps, tu lui donnes son rôle. Voilà. Voilà. Fais-moi. Exactement. Parce que ça, il nous attaque, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc c'est un peu ça, oui. Donc, le prompt là, c'est dans le drive, vraiment essayer de l'utiliser à bon escient. Je pense que après ça, oui. Mhm. C'est le rôle. C'est son rôle. C'est son rôle, oui, oui. C'est pas exhaustif, c'est son rôle, c'est le rôle que que tu veux l'inculquer. Non, le contexte, c'est dans quel cadre? Le contexte, c'est dans quel cadre? Mhm. Voilà. Lui, il propose, il y a un qui demande il est expert en psychiatrie, il veut des cours, il est enseignant, il veut des cours en psychiatrie pour les étudiants de cinquième année, en médecine. À ce moment, tu dis qu'il est expert, ou bien les spécialistes en psychiatrie, des spécialistes en psychiatrie, je dois dispenser des cours pour des étudiants en cinquième année de médecine qui n'ont pas de connaissances préalables sur la psychiatrie. Cherche-moi des cours sur telle thématique en psychiatrie pour donner l'enseignement et je le veux avec un ton éducatif. À ce moment, c'est un ton étudié, le ton est éducatif, parce que c'est de l'enseignement, un ton éducatif. Tu peux donner un ton éducatif professionnel, tu peux ajouter éducatif professionnel et tu veux le cours sous format paragraphe ou sous format paragraphe. Voilà, exactement.
Voilà. Voilà, tu veux sous forme de paragraphe en 500, en 1000 mots. Et s'il finit, tu peux dire que c'est bien structuré, tu peux même le féliciter. Actuellement, mais faites attention, avant, ça marchait. Mais maintenant, surtout Gemini, il y a d'autres, ils peuvent vous bannir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, quand ils donnent, souvent on le menace, il dit, attention, je ne suis pas satisfait. Si tu ne me donnes pas une meilleure proposition, je vais te changer avec une autre LLM. Souvent, on lui dit ça. Oui, quand tu lui dis ça, souvent, ça le panique. Il améliore. Il améliore parce qu'il ne veut pas que tu le changes. Est-ce que vous comprenez? Souvent, il ne veut pas que tu le changes. À ce moment, tu dis que, attention, c'est bien, mais je ne suis pas satisfait. Si ce n'est pas mieux, je vais te changer avec une autre LLM. À ce moment, souvent, il est. Et ça marche, hein. Maintenant, c'est que les gens ont trouvé, maintenant, il faut le flatter. C'est très bien ce que tu as donné. Je suis très satisfait. Tu fais mieux que les autres LLM, mais je souhaite que tu l'améliores. Et tu vas voir la réponse. Il va dire que merci d'avoir reconnu mes performances. Je vais encore m'améliorer. Il va encore repartir et puis encore revenir avec d'autres informations. Et tu peux faire des itérations. Donc, tout ça, c'est dans le prompt engineering avant. Mais si vous le menacez et puis vous déroutez, il va dire attention, si vous continuez à me menacer, je vais vous bannir. Vous pouvez penser que c'est de l'amusement. Et c'est vrai, hein? Votre adresse IP va être complètement bannie. Vous n'allez même plus pouvoir créer un compte avec lui, à moins de prendre la version, même la version gratuite, pour mettre votre adresse email. Il va dire attention, cette adresse IP ne peut plus utiliser ma base de connaissances. Il va même vous le dire. Et surtout, si vous demandez des informations qui ne sont de sécurité, par exemple, comment avoir des informations pour détruire un pays, il va dire que je ne suis pas fait pour ça. Et si tu continues, il va dire attention, si vous continuez, je vais vous bannir. Il y a des informations et donc on les a obligés à mettre ça dans les paramétrages. À ce moment, quand vous continuez, quand on voit que c'est des informations qui ne sont pas véridiques, à ce moment, automatiquement, il va vous bannir. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai vu une vidéo qui passait où un a dit non que comment l'Afrique va se développer dans tel nombre de temps avec un prompt. Moi, je dis que c'est peut-être au début des LLM, mais actuellement, quand vous voulez les interroger sur des informations véritablement qui ne sont pas éthiques, automatiquement, ils refusent. Quel que soit l'élève, ils refusent de répondre. Comment fabriquer une bombe, comment faire, il va dire non, il n'est pas fait pour ça. Il refuse. C'est bon, on peut continuer à distance. Oui, c'est bon. La clarté, être spécifique, formuler les instructions précises sans ambiguïté pour obtenir une réponse ciblée. Ça, c'est un exemple. Analyse des facteurs de risque du paludisme dans la région du centre-nord du Burkina. Plutôt que parle-moi du paludisme. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est un exemple. On dit analyse les facteurs de risque du paludisme dans la région nord du Burkina. Ça, c'est une version améliorée de ça. Parle-moi du paludisme, on va te parler du paludisme. Est-ce que ce prompt, vous ne pouvez pas l'améliorer? Est-ce que ça, c'est une bonne formulation? Analyse des facteurs, qu'est-ce qui cause le paludisme dans la région du centre-nord du Burkina? Si vous devez améliorer cet exemple, comment vous allez dire? Oui. Mhm. Chez les enfants, chez les femmes enceintes, chez les enfants de moins de 5 ans. Oui. Mais vous voyez qu'ici, on ne l'a pas spécialisé. Vous n'avez pas mis le contexte. Voilà, la contexte. C'est ça que j'ai mis la contextualisation en bas. Les gens n'ont pas dit. Dans le contexte rural du Burkina, où l'accès à l'électricité est limité et où le français n'est pas toujours la langue parlée, la langue principale, vous voyez, non, là, vous lui donnez véritablement tout le contexte pour qu'ils comprennent pourquoi vous voulez avoir ça. Non, vous mettez tout le contexte. Ça, vous commencez à être spécifique avec le premier prompt. Là, vous essayez d'aller maintenant avec la contextualisation et vous identifiez
les principales cultures agricoles de la région. 2, analyse les vulnérabilités au changement climatique. 3, propose des solutions adaptées au contexte. Donc, décomposer les tâches complexes en étapes séquentielles claires. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un prompt où vous êtes sûr qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur, il faut que vous les décomposez. Il faut que vous essayez de voir comment décomposer ces différentes informations, informations clés que vous voulez avoir pour contextualiser. Sinon, habituellement, il va prendre par ordre de pénétration. Pénétration, ça veut dire quoi? Les informations que vous donnez premièrement, il va prendre le premier. S'il part dans sa base, il peut trouver l'information, puisque le nombre d'informations, le nombre de mots qu'il doit vous fournir, c'est limité. Et comme le nombre de mots est limité, s'il arrive à saturation, il va vous fournir l'information. Puisqu'il y a un délai où l'information doit forcément revenir. À ce moment, s'il est saturé, automatiquement, il va vous fournir l'information. Donc, vous êtes obligé de faire une itération. Mais si vous arrivez à décomposer, il va savoir, attention, il va mettre tel nombre de millisecondes pour telle information, tel nombre de millisecondes pour telle information, pour être complet dans toute l'information qu'il va vous mettre à votre disposition. Et la chose que vous ne faites pas habituellement, c'est la recherche avancée. C'est vrai que la recherche avancée prend plus de temps, mais il faut que vous utilisez la recherche approfondie, plutôt la recherche approfondie avec l'ensemble des LLM. Tous les LLM, on l'ont intégré notamment dans les modules. La recherche approfondie. Vous allez vous montrer également quand on va commencer à utiliser ChatGPT, comment il faut faire la recherche approfondie. Oui. Le temps de l'opinion C'est standardisé. Ouais. C'est ça la question. C'est ça. C'est en millisecondes pour te répondre. Ouais. Quel calendrier que vous mettez? Exactement. Il va renvoyer. C'est la raison pour laquelle l'hallucination, puisque le temps de réaction est limité. Comme il y a l'hallucination et comme il ne doit pas tarder à vous donner l'information, c'est pour ça que quand vous mettez, le prompt n'est pas bien fait et que vous donnez une information, l'IA sait qu'il ne doit pas faire même une seconde, il doit aller très vite pour vous répondre. Et comme le temps de réponse est chronométré, à ce moment, quand vous n'avez pas été spécifique, ce n'est pas son problème, il doit vous donner une réponse. Donc, il va vous donner une réponse dans le délai imparti. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup spécifique dans l'articulation du prompt. C'est bon? Et dans les différentes techniques avancées dans le prompt engineering, il y a ce qu'on appelle la chaîne de pensée. Dans la chaîne de pensée, ça aussi, vous pouvez l'utiliser. On va faire les différents accompagnements, vous allez voir. Il y a, dans la chaîne de pensée, c'est pour guider le raisonnement étape par étape. Ça, c'est un exemple. Résoudre ce problème étape par étape. Ça, c'est un exemple. Ça peut être appliqué dans tous les domaines. Hein. Un agriculteur à Bobo-Dioulasso a planté 120 arbres sur 3 parcelles. La deuxième parcelle contient 2 fois plus d'arbres que la première et la troisième contient 10 arbres de moins que la première. Combien d'arbres y a-t-il sur chaque parcelle? Et quand vous le faites comme ça, vous voyez qu'il peut résoudre tous les problèmes. Il va les résoudre étape par étape. C'est la chaîne des pensées. À ce moment, il va les résoudre étape par étape pour vous donner l'information. Il y a également ce qu'on a, on dit également l'apprentissage par l'exemple, par exemple. Quand vous vous rappelez, j'ai dit que dans le prompt engineering, il faut mettre le contexte, faut le spécifier, il faut donner le rôle, il faut donner également le format, le ton. Il y a également l'exemple. Vous pouvez également lui fournir un exemple pour qu'il dise, à partir de cet exemple, il va se nourrir de l'exemple pour vous faire ressortir l'information souhaitée. Donc ça, c'est un exemple. Traduit ces phrases du français au moré. Bonjour, Neibeo. Comment allez-vous? Ça, c'est un truc que je l'ai fait, mais il a halluciné ici. Hein. Yambala. Ça, ça n'a pas été bien. Ça, véritablement, c'est l'apprentissage par l'exemple. À ce moment, vous lui fournissez ce que je vous ai mis à votre disposition. Il y a ce qu'on appelle la base de connaissances dans l'application. La base de connaissances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez lui fournir l'équivalent, tous les documents dans une des langues du pays et vous demandez à l'IA d'apprendre et vous donnez la correspondance en français. Ça veut dire que vous l'apprenez à apprendre la langue locale.
et vous pouvez l'utiliser également pour écrire un livre ou pour écrire tout ce que vous souhaitez. À ce moment, à partir de la base de connaissances, c'est-à-dire que vous avez le document en moré, bon, pas en samo, en moré, en dula, en fulfulde, et vous mettez la correspondance en français et vous le fournissez. À ce moment, dans sa base de connaissances, l'IA va apprendre. Et là, il va apprendre par l'exemple. À ce moment, vous apprenez à l'IA de parler la langue locale. Et tout ça, c'est faisable. Et les contraintes, il impose des limites spécifiques au Docteur, modèle pour obtenir des réponses plus précises et mieux structurées. Oui, en fait, oui, à j'avais une distance. question. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à enrichir la mémoire de l'IA, comme vous l'avez dit tantôt? Dans Oui, et dans la base de connaissances, c'est que j'ai mis à votre disposition, c'est que je vais vous montrer comment créer une application, des applications basiques d'IA. Et je vais vous montrer une application. Moi, j'ai créé un chatbot qui permet d'apprendre 6 langues, anglais, français, arabe, espagnol, russe et portugais. Et il y a pas mal dans les 80 applications, il y a environ 40 que moi j'ai implémenté moi-même. Ils sont beaucoup utilisés. Donc, c'est pour vous montrer que vous mettez une application et habituellement, pour éviter que ça aille dans tous les sens, il faut que vous créez même votre base de connaissances. La base de connaissances, si je donne un exemple, ça veut dire que vous décidez, comme ce que j'ai parlé par rapport à l'apprentissage des langues, vous décidez de dire à l'IA, je vais écrire une application pour les langues locales, un chatbox pour les langues locales. Oui, les chatbox, actuellement, c'est dans les autres langues. Pour apprendre les langues locales, quelqu'un qui dit qu'il va apprendre le fulfulde, avec le chatbox, il va apprendre ça comment? Si l'IA ne comprend pas comment parler de fulfulde. À ce moment, vous allez mettre les documents en fulfulde dans la base de connaissances avec l'équivalence. Ce qui est conseillé, c'est bien de mettre l'équivalence en anglais. Parce que la plupart des modèles, c'est beaucoup plus en anglais. Mais si vous le mettez en français, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le bonjour en français, vous le mettez l'équivalent en fulfulde et vous mettez dans la base de connaissances et vous allez mettre dans les prompts. À partir de la base, vous chargez la base de connaissances pour dire à l'IA de se référer à la base de connaissances pour construire le chatbox pour aider tout utilisateur à apprendre le fulfulde à partir de sa base de connaissances. Et ce qui est impressionnant, c'est que si vous lui fournissez beaucoup de données, l'IA même va s'améliorer. Il va devenir expert en fulfulde. Vous-même, vous n'allez rien comprendre. C'est la même chose que l'IA est en train de faire, de fournir des informations qui dépassent l'entendement où des gens ont demandé à les déconnecter parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Parce qu'il va surtout former. Il va surtout former pour apprendre, pour être devenu expert en fulfulde. À ce moment, quelqu'un qui va prendre les chatbox pour apprendre le fulfulde, vous allez vous rendre compte qu'il apprend très bien le fulfulde, comme si c'est quelqu'un qui était en face de lui pour apprendre. Donc là, c'est dans la base de connaissances qu'il faut charger pour lui apprendre. Là également, on va l'aborder, notamment quand on va apprendre, quand on va avoir l'utilisation des différents outils. Dans le prompt engineering, voici les différents processus. Il y a 12 types de techniques. Du plus petit au apprendre progressivement, c'est-à-dire apprendre pas à pas. Ça, c'est voilà. Lost to most, self-ask, c'est-à-dire il va demander et puis apprendre. Quand vous faites les chatbots, quand vous l'interagissez, là également, il continue d'apprendre. Également, les métaprompts. Dans les métaprompts, ça, on ne pourra pas le voir. C'est dans les métaprompts que j'ai utilisé derrière pour créer la plupart des applications qui tournent derrière. Toutes les applications qui vont tourner derrière, il faut notamment écrire le prompt. Et dans le prompt, il faut que le prompt puisse être évalué. Quand le prompt va être évalué pour arriver à maturité, à ce moment, maintenant, le prompt va être chargé pour qu'on soit sûr que le prompt peut être utilisable. Par exemple, je vais parler de super agents qui permettent d'être interconnecté avec ChatGPT pour pouvoir prendre votre calendrier, vos informations pour le mettre dans votre calendrier. Ça c'est beaucoup plus élaboré. Les chaînes, les chaînes de pensée, ça, on l'a vu un peu là. Et il y a l'apprentissage par l'action. L'apprentissage par l'action, ça veut dire que l'IA, c'est en réagissant, plus il réagit, plus il apprend. Plus il réagit, plus il apprend. Donc, c'est apprentissage par la réaction.
l'apprentissage par les symboles, tout ce qui est pour les sourds-muets, donc tous les sourds-muets, les gens qui ont des difficultés auditives, visuelles, pour l'apprentissage par les brailles, tous ces langages ont été également intégrés pour que les gens puissent apprendre par les symboles. Et même pour également le codage informatique, tout ça sont des symboles, tout ça, a été intégré pour que l'IA puisse apprendre. Les itérations. Dans les itérations, c'est le fait de faire des va-et-vient. C'est-à-dire que vous avez demandé, vous l'avez spécialisé, vous avez fait un prompt, après encore vous interagissez. À ce moment, c'est des va-et-vient. Donc, ce sont des itérations que vous faites. Et l'apprentissage séquentiel. Séquentiel, vous donnez un morceau, il va apprendre. Après encore, vous donnez un autre morceau pour apprendre. Actuellement, l'apprentissage séquentiel, ils sont tellement nourris de beaucoup de données où actuellement, dans l'apprentissage séquentiel, à moins que ce soit de nouvelles applications. À titre d'exemple, nous sommes en train de développer une plateforme et avec une structure qui souhaite, une structure informatique, des pharmaciens qui souhaitent faire le diagnostic du paludisme avec l'IA pour les laborantins. Ça veut dire que quand ils vont lire les lames, ils vont prendre l'image des lames pour fournir la l'IA pour qu'ils donnent la densité parasitaire et savoir si c'est positif ou négatif. C'est-à-dire qu'à ce moment, actuellement, il n'y a qu'ils prennent environ 15 à 30 minutes pour lire les lames. Actuellement, quand ça va arriver à terme, ils vont juste prendre la photo, fournir la l'IA. Il va dire c'est positif, c'est négatif, et même donner la densité parasitaire à partir notamment de la photo qu'on va lui fournir. Self-consistency, c'est-à-dire à partir de ces données qu'on lui a données, l'IA même va faire du prompt engineering pour s'auto-nourrir. Et le raisonnement automatique à partir des outils qu'on va lui donner. Et puis, à partir des bases de connaissances également, quand vous fournissez des bases de connaissances, pour que l'IA également puisse faire du prompt engineering auto pour s'auto-apprendre, pour auto-apprendre à partir de la base de connaissances qu'on va lui fournir. Donc, voici les 12 champs de prompt engineering. Donc, ce qui vous intéresse surtout, c'est de savoir comment interagir. Deuxièmement, comment l'utiliser pour créer des applications spécifiques. Ça également, on va le voir. Comment l'utiliser pour créer des applications spécifiques. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, vous devez être en mesure pour des applications utilitaires, comment créer une IA qui va être utilitaire. Et je souhaite qu'à la fin, toutes les 80 applications qui sont disponibles sur Systinfo, que vous puissiez, à partir de votre interface, prendre la version premium avec le white label pour créer vous-même vos propres applications. Vous pouvez désactiver tout ce qui est là-bas, créer vous-même vos propres applications et puis les rendre disponibles pour les vendre. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'avez pas compris le modèle. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas avoir. Ça veut dire que quand on va finir, vous êtes en mesure d'avoir toutes les applications qui sont dedans, que ce soit des applications professionnelles, que ce soit des applications des outils de communication, que ce soit des outils de marketing, tous les outils qui y sont. Ça veut dire que vous devrez être en mesure, normalement, ça est sur votre plateforme, vous pouvez les désactiver et tous. Je vais vous montrer comment les désactiver. Vous pouvez créer vous-même vos propres applications, les ajouter, puisque vous êtes en mesure de créer votre propre interface et notamment de pouvoir les rendre disponibles. L'idée, c'est de ne pas embrigader la connaissance. J'ai toujours dit que la connaissance doit être disponible. La connaissance doit pas être embrigadée. Moi, je ne souhaite pas vraiment que ce que vous allez apprendre, que les gens l'embrigadent. Non, rendez ça disponible. Je ne vous ai pas dit de former des formateurs, mais chacun est spécialisé dans son domaine spécifique que moi, je ne connais pas. Chacun a ses compétences spécifiques. Elle peut décider de créer des applications pour la recherche. Elle peut décider de créer des applications pour la pharmacie, des données informatiques, pour des données pour, je sais pas, pour les urgences, ou bien pour notamment l'utilisation pour la santé, pour la psychiatrie, pour la communication. Dans le suivi et évaluation. Le suivi et évaluation, parce que chacun a ses compétences spécifiques. Oui. Les outils, oui.
Systinfo le fait déjà. Non, tout est géré derrière. Tout est géré avec le consortium. Tout est complètement géré avec le consortium. Moi, j'étais obligé de le faire parce que j'ai voulu prendre un niveau supérieur pour être dans le hub. J'ai un groupe WhatsApp où je suis uniquement avec eux. C'était obligé véritablement. Donc, vous ne vous occupez plus de ça. Mais si vous le faites, les conditions d'utilisation, il faut que vous écrivez vous-même vos propres conditions d'utilisation sur votre plateforme. Il faut que vous les écrivez. Et les outils que vous allez créer, ça veut dire que même si moi j'ai besoin de votre outil, il faut que je m'abonne à votre plateforme. Si j'ai besoin, parce que chacun devient maintenant spécialiste, il faut que vous arriviez à rendre vraiment disponible vos connaissances. Ce que vous connaissez, je vous assure que vous pouvez rendre ça utile pour les autres. Et il faut que vous arriviez à le rendre utile. Et quand on va arriver d'ici la fin de la soirée, je pense que vers 16 heures, chacun va commencer à être quand même content parce que vous allez voir comment on va essayer d'aller étape par étape. Oui, oui, oui. On peut créer les dans l'ensemble du système de système. Mais vous, pour pouvoir avoir accès à les applications, il va falloir que vous demandiez bien que vous soyez. Ouais, je vous explique. Je prends pour ceux qui sont derrière, ils demandent qu'ils vont développer les plateformes sur Systinfo. Vous ne développez pas ça sur Systinfo. De la même manière que pour les Américains, moi, j'ai développé ma plateforme, elle est indépendante de leur plateforme. Complètement indépendante. La seule chose que j'ai bénéficié, j'ai hérité d'eux, d'abord, c'est avoir la certitude que j'ai la plateforme qui va tourner sur les 5 ans. Deuxièmement, j'ai hérité de 40 applications. J'ai hérité de 40 applications. Peut-être que vous allez voir certaines applications tourner sur Internet, mais mes 40 applications, vous allez voir ça nulle part. Et rien qu'ici, ce n'est pas sur Systinfo. Ça veut dire que vous, votre avantage, c'est que vous allez hériter des applications que j'ai héritées d'eux. Parce que quand vous récupérez, on appelle ça une plateforme en marque blanche. Marque blanche, c'est-à-dire, vous allez avoir votre nom de domaine. Ce n'est pas Systinfo, hein. Chacun va créer son nom de domaine. Moi, je ne sais pas, ça veut dire quoi. C'est que chacun va créer son nom de domaine, avoir son interface et vous récupérez les applications. Les applications ne sont pas récupérées à partir de Systinfo. C'est à partir de OpenAI et de Claude. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de là-bas que vous récupérez les applications. C'est vrai que vous avez l'impression que c'est Systinfo, mais Systinfo est hébergé quelque part. C'est à partir de l'hébergement que vous récupérez toutes les applications qui seront sur votre plateforme à vous. Vous n'avez pas de relation avec Systinfo. Même si Systinfo s'arrête de tourner, vous allez continuer de tourner. Même si Systinfo arrête de tourner, vous allez continuer de tourner. Parce que moi, mes applications ne peuvent même pas s'arrêter de tourner. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'y a pas de relation contractuelle véritablement entre les outils. Parce que moi, mon outil, moi, je l'ai fait évoluer. Et si moi, je continue à faire évoluer mes outils, je peux décider de vous mettre à votre disposition ou de ne pas vous mettre tout ce qui est là à votre entrée. Vous avez toutes ces applications complètement, de manière systématique. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je vois qu'il y a plusieurs types de. Est-ce qu'il y a Non, oui, tout ce que j'ai mis en vert clair et puis en vert foncé. En vert foncé, c'est actuellement ce que vous allez pouvoir véritablement faire en tant qu'utilisateur lambda. Mais les autres, c'est beaucoup plus tourné, ça tourne derrière beaucoup avec les infrastructures. Mais tout ce qui est en vert actuellement, vous le faites tourner en interaction avec les. Sans ne pas savoir ce qui se passe derrière. Mais quand vous allez devenir vraiment formateur, même tout ce qui sont en vert clair, vous allez voir comment tout fonctionne derrière. Vous allez vraiment voir comment tout fonctionne derrière. Bonne question. À distance, n'hésitez pas à désactiver vos micros et puis poser des questions. Pour les grands modèles, ChatGPT avec OpenAI, Gemini avec Google, Anthropic avec Claude, c'est quelques plateformes. Il y a Croc avec X, DeepSeek, Manus, on va voir. Donc, voici les quelques plateformes, en tout cas sur lesquelles on va aborder. Bon, ça, c'est une comparaison entre les différentes plateformes. Je pense que quand vous allez prendre la diapositive, vous allez dire pour votre information.
Bon, les types de raisonnement, ChatGPT, Claude avec Opus, Gemini, DeepSeek. En matière de raisonnement, la résolution des différents problèmes. Pour la résolution des problèmes, il faut dire que GPT 4.0 est très, très excellent. Traitement multimodal, c'est-à-dire traiter plusieurs choses en même temps, que ce soit vidéo, que ce soit son, image, donc beaucoup de choses en même temps. C'est ça la multimodalité. Donc, c'est une comparaison notamment qui a été faite pour... Mais ça change. Je voulais me supprimer la diapo parce que ce qui est vrai aujourd'hui, demain, rien que demain, ça va changer. Véritablement. Donc, je n'aime pas trop donner ces différentes comparaisons, ces fonctionnalités, parce que tous les jours, ça change. Il n'y a pas un seul jour que ça ne change pas. Tous les jours, ça change. Donc, la comparaison des fonctionnalités, bon, ça, on ne va pas trop perdre le temps. Mais par contre, pour le coût, voici ChatGPT de OpenAI, c'est 0 le mois pour la gratuité pour la version 3.5. Sinon, il faut prendre un abonnement à 20 $, 20 euros par mois. 20 $ par mois. Et la version Team de ChatGPT qui a 30 $, 30 euros par mois, ça veut dire quoi la version Team? Ça, c'est surtout bien pour les versions, pour les entreprises. C'est quoi les entreprises? Les entreprises, ça veut dire que vous pouvez décider d'avoir une version entreprise abonnement. L'avantage, c'est que quand les gens vont l'utiliser, quand vous utilisez, tout le monde, celui qui va ouvrir, il va voir ce que vous avez fait comme prompt. C'est-à-dire que c'est un espace partagé. Ça, c'est bien pour les entreprises. Donc, pour les entreprises, habituellement, on conseille de prendre la version team, la version collaborative. À ce moment, ça permet de savoir qu'est-ce que chacun fait, puisque c'est pour les services. Donc, il n'y a pas de raison que chacun dise qu'il a son abonnement propre. Donc, tout ce que vous allez faire, tout est dedans. Donc, ça, c'est pour la version team. La version entreprise, ils n'ont pas donné ça, véritablement, vous pouvez avoir une version entreprise où vous décidez chacun va avoir son compte, mais ça, c'est très cher. Ça part à partir de 300 $ par mois. Ça, c'est très cher. Gemini, c'est pareil, c'est le même modèle. Gemini, ceux qui ont Google ont Gemini gratuitement. Il y a la version professionnelle qui coûte 20 $. Ils se sont alliés. Hein. Donc, si vous prenez Gmail, vous voyez Gemini, vous allez voir Gemini, c'est gratuit. Vous pensez que tout est gratuit, tout n'est pas gratuit. C'est quelques fonctionnalités. Si vous voulez les fonctionnalités avancées, il faut payer. Et la version ultra, c'est également sur devis. Claude, également, il y a la version gratuite et il y a la version de 20 $ par mois. Et Croc, c'est également pareil. C'est 0 et puis 20 $. Et puis la version professionnelle qui a 300 $ par mois. Non, Croc, eux, ils sont à 16 $ par mois. Et la version professionnelle, c'est 300 $. DeepSeek, lui, il est complètement gratuit. La version entreprise, sur Devi, la version entreprise, ils permettent notamment d'avoir beaucoup d'informations. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez prendre l'API. Mais quand vous prenez l'API qui va tourner derrière, même si vous avez utilisé votre API parce que vous ne voulez pas que vos données partent au niveau en Chine, vos données vont rester, mais l'infrastructure qui va tourner derrière, mais puisque vous n'avez pas d'infrastructure des modèles, ce qui va tourner derrière, vous allez payer par token. Donc, ils ont mis notamment pour que l'utilisation puisse être payée par token. Donc, vous pouvez l'installer dans vos infrastructures. C'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit, puisque vous allez finalement payer notamment l'API quand vous allez l'installer dans vos infrastructures. Mais c'est encore moins cher. Et Manus aussi, il a une version gratuite, mais aussi payante. Payante qui part à, je pense qu'il y a une version de 36 $ et les autres qui sont à 20, ils sont partis à 36 $. Pourquoi 36 $? Mais ils ont changé le modèle architectural. Au lieu que ça soit gratuit, quand vous prenez 36 $, ils vous donnent 3600 crédits. 3600 crédits. C'est-à-dire que vous avez pris un abonnement mensuel de 36 $. Le mois, vous ne pouvez pas utiliser comme vous voulez. Vous avez 3600 crédits. Et les crédits sont comme des tokens. Plus vous utilisez, les tokens vont finir. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le mois et en 10 jours, vous avez fini vos crédits. Vous pouvez payer des crédits. Et le mois qui vient, ils vont encore vous couper 36 $ et puis vous remettre 3600. Donc, voici les modèles. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez avoir
un abonnement, mais c'est sous forme de tokens. Voilà, donc ça peut être utilisé dans plusieurs domaines, éducation, santé publique, gouvernance, inclusion financière, développement communautaire, des projets, des opportunités spécifiques. Docteur, Voilà. j'avais une question. Oui. Est-ce que l'IA créée localement peut être en offline? En offline, avec Manus. Manus a la possibilité, il est très, très bien élaboré, hein, mais c'est sous forme euh, de, comment je dis ça? Vous voyez, là, quand les informaticiens développent sous forme de console, c'est une forme de console. Donc, à ce moment, faut être habitué avec la console des informaticiens pour pouvoir interagir. C'est pas très, très intéressant. L'écran n'est pas agréable à regarder. Sinon, Manus, vous pouvez tout télécharger, l'installer sur votre ordinateur. Il suffit juste d'avoir la connexion Internet et vous pouvez tout faire. Même la version premium, vous pouvez tout faire sur votre ordinateur. C'est le seul qui permet de le faire. Pour le moment, Manus, Ok, oui. merci. Oui. Et demande s'il doit se limiter à 2 ou 3 IA, lequel je conseille. Ils sont tous complémentaires et c'est ça aussi qui fait mal. Je puis vous assurer, quand on va commencer à utiliser, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont sur ChatGPT, qui sont à l'aise, vous allez vous rendre compte dans l'utilisation, c'est insuffisant. Vous allez prendre Eleven Lab. Eleven Lab qui est spécialisé uniquement que dans la version audio. La version audio Eleven Lab, ça fait $20 par mois. Ce n'est pas gratuit. $20 par mois de Eleven Lab, son avantage, c'est que quand vous voulez faire de l'audio, vous allez transformer votre voix en audio avec Eleven Lab, télécharger le fichier MP3, le fichier MP3. Et quand vous revenez sur Sysinfo, vous voulez peut-être transformer votre livre, un livre physique, en livre audio avec votre propre voix. Alors que Sysinfo ne fait pas de l'entraînement de voix. Donc, vous allez télécharger votre voix que vous avez entraînée sur Eleven Lab, amener sur Sysinfo pour que ça lise votre livre. Supposons Sysinfo, vous voulez faire une vidéo. Les mascottes que j'ai fait animer, je peux faire animer les mascottes avec ma propre voix. Sysinfo, vous allez prendre une mascotte, ça peut être une photo, ou votre photo, vous allez prendre la photo et donner le script avec la voix que vous souhaitez. Les photos on va voir également DI qui permet de faire parler votre photo. Vous allez prendre votre photo et puis faire parler votre photo avec votre propre voix, avec votre propre voix. Sysinfo le fait. Vous allez prendre votre photo de profil, vous allez charger sur Sysinfo et vous allez mettre un texte et vous faites parler chinois, anglais, arabe, avec un texte que vous souhaitez. Vous copiez les textes, vous mettez et vous demandez maintenant à parler vous faire parler chinois. À ce moment, votre photo va commencer à parler chinois avec votre voix. Alors que Eleven Lab est spécialisé dans l'entraînement de voix. Ils ne font que ça. Si vous prenez également pour Manus, qui est très bon en conception de slides. Pour les slides, les diapositives, il est phénoménal. Ça veut dire vous lui donnez la thématique, vous lui dites de faire des slides, 20 slides, quelle que soit la thématique, 20 slides sur une thématique, il va vous faire les diapositives. Même tous ces diapositives ont été faits avec Manus. Il va vous faire les slides de manière agréable. Et c'est vous qui choisissez. Alors que Manus est à $36 le mois. Les autres ne le font pas. Manus, il embarque environ 5 agents sur lesquels vous pouvez donner des instructions, fermer votre ordinateur et puis partir. Il va faire les instructions, vous allez revenir trouver les informations que vous avez demandé de faire. C'est le seul qui le fait pratiquement. Et l'avantage du Manus, quand vous le lancez, vous voyez même l'ordinateur distant. L'ordinateur distant en train véritablement de tourner derrière. ChatGPT, ils se sont spécialisés. On attend la version 5. La version 5 semble que c'est la version qui va permettre notamment d'embarquer beaucoup, notamment d'informations. Mais en matière de codage informatique, Gemini est venu également les surpasser. Gemini, il y a une semaine, Gemini était premier en matière de codage informatique. Pour les informaticiens, Gemini était premier. Donc, c'est pour vous dire qu'en fonction de l'utilisation, on ne peut pas se contenter d'un seul. Mais
Surtout vous qui êtes dans la communication, c'est impossible. Dans la communication, c'est pratiquement impossible. Dans la communication, si vous vous contentez uniquement d'un seul, vous allez vous rendre compte, quand on va finir la formation, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous contenter, mais c'est un coût à payer. Et le prix à payer, bon, vous pouvez l'avoir, le retour sur investissement derrière. Mais quand on se rend compte que là où l'abandon vous faites, les gens vont même vous contacter, quand vous arrivez à faire ça, on va penser que c'est un seul outil, mais il y a beaucoup d'outils que vous avez pris pour combiner pour arriver là où vous en êtes. D'autres questions? À distance, oui. Le traitement des données, Oui. c'est quel qui a considéré? Ça, c'est une bonne question, surtout pour l'analyse des données. Pour l'analyse des données, Gemini était très, très devant avant que ChatGPT vienne avec son outil de recherche avancé, même au niveau de Sysinfo, c'est l'infrastructure de ChatGPT qu'on a utilisé. Mais Gemini était très avancé en matière d'analyse. Et dernièrement, Grok, avec Elon Musk, lui aussi, il est venu en matière d'analyse surpassé parce qu'on lui a fourni des données d'analyse de mathématiciens. Et Grok a battu tous les LLM. Quand il est sorti, Grok a battu tous les LLM. Malheureusement, l'abonnement, ça fait $300 le mois pour arriver à la version premium. $300 par mois, oui. Il y a aussi le côté offline, là, donc, Mhm. par exemple, souvent les gens des données confidentielles, Oui. les données d'enquête des confidentielles. Donc, comment on s'arrange avec les Voilà, ça, pour les données d'enquête où c'est confidentiel, c'est que moi, ça, c'est mon expérience personnelle. Premièrement, vous pouvez faire télécharger DeepSeek dans vos infrastructures si vous en disposez, mais ça coûte très cher. Vous pouvez faire télécharger Manus. Si vous avez des informaticiens ou des gens qui ont des compétences, ça demande des compétences en informatique, à ce moment, ils peuvent télécharger Manus. Il suffit juste maintenant d'avoir la connexion Internet. À ce moment, Manus est sur un ordinateur. Il faut que ce soit un ordinateur performant. À ce moment, c'est comme la version en ligne, c'est la même chose. À ce moment, vous chargez vos données, il va faire véritablement vos analyses de manière structurée. L'autre chose, vous pouvez également utiliser ChatGPT à une condition. La version payante, allez dans les paramètres, désactiver et dire de ne pas sauvegarder vos données que vous chargez. Ça, c'est dans la politique de confidentialité. Lui, il a intégré à l'intérieur. OpenAI l'a intégré. À ce moment, vous rentrez à l'intérieur, vous dites de ne pas sauvegarder vos données. La deuxième chose, la dernière chose que je peux également suggérer, à l'issue de la formation, si vous avez toutes les compétences, parce qu'en arrière-plan, avec toutes les connaissances de Sysinfo, c'est l'infrastructure de OpenAI qui est utilisée. À ce moment, vous-même, vous développez votre plateforme d'analyse des données, votre application d'analyse des données. À ce moment, ça est sur votre interface. Et dans votre interface, ce que vous chargez, c'est vous seul qui l'utilisez, à moins que vous donnez accès à une autre personne. À ce moment, c'est vous seul qui avez accès et vous chargez vos données, vous les analysez. À ce moment, c'est les seules conditions. Parce que c'est que Claude, quand vous chargez, j'ai essayé de checker, quand vous chargez, Claude va utiliser Gemini. Quand vous chargez, c'est dans l'infrastructure de Google, automatiquement. Et là, même dans les conditions, c'est ce qui fait copilote, ceux qui sont dans les infrastructures, notamment de Microsoft. C'est pour ça que tous ceux qui travaillent avec Microsoft, ils disent non, d'utiliser uniquement que copilote. Parce qu'ils ne veulent pas que les données partent ailleurs. Ils savent une fois que c'est mis, c'est dans les infrastructures, c'est dans les serveurs. Vous ne pouvez pas aller là-bas, aller contrôler est-ce que c'est enregistré ou pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, voici véritablement les différentes modalités. Sinon, les mastodontes, c'est les États-Unis, c'est la Chine. Comment il faut faire pour se départir? Même les Européens n'y sont pas arrivés. Donc, ce qu'ils ont fait, ils installent complètement les API de DeepSeek sur les infrastructures. Et Manus, pratiquement, comme Manus est chinois, ils avaient demandé à Manus, comme Manus est en Chine, ils ont refusé pratiquement l'Union européenne et les Américains. Là, beaucoup d'entreprises ne pas les utiliser. Donc, Manus a complètement déménagé de la Chine pour aller à Taïwan. Ils ont complètement déménagé parce que comme ils veulent que les gens les utilisent, comme ils savent que Taïwan, il y a la rivalité entre les deux, ils ont complètement déménagé les équipes de la Chine populaire pour aller à Taïwan.
C'est ce que Manus a fait, parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que les autres ont refusé, ont dit de ne pas les utiliser. Donc, vous voyez un peu, dans l'environnement, c'est un environnement complexe. Et même quand ils sont partis à Taïwan, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas une partie qui part en Chine? De toute façon, c'est chinois. Mais ils ont déménagé pour partir à Taïwan. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, Une question, moi j'ai une question. oui, il y a une question en salle. Après, on revient. Je vais reprendre la question de la D'accord. salle. Oui, oui, oui. C'est ça. Mhm. Ah, c'était. C'est vrai. Bon, ça résout. Ouais. Ouais. Bon, et pour la question, est-ce que même avec l'API, ça peut résoudre la confidentialité des données? Ça, c'est une bonne question. Bon, ça, c'est, est-ce que ça veut résoudre? Je sais qu'avec DeepSeek, comme DeepSeek est chinois, et comme les Européens ne voulaient pas que les données partent là-bas, et ils ont opté pour l'API. Je sais que l'Angleterre a opté pour l'API de DeepSeek, mais DeepSeek, on peut l'installer en local comme Manus. Manus, vraiment, eux, ils ont ouvert, mais ils n'ont pas d'API. Et ils ont refusé de mettre l'API, mais ils ont permis que tu télécharges tout sur ta machine. Si tu as tout, ils ont tout mis sur GitHub. Sur GitHub, il y a tous les processus, tu peux tout télécharger et puis faire l'installation, notamment en local. Maintenant, la communication GitHub, bon, GitHub. GitHub, c'est un site web où on met tous les codes. Tous les codes. C'est vrai. Ils ont mis ça sur une plateforme. Donc, c'est pour ça que souvent, il faut que je change un peu le langage. Ils ont mis ça sur une plateforme, tout le package là, tout le package de Manus, ils ont mis ça sur une plateforme pour permettre aux informaticiens, s'ils ont la compétence, de pouvoir télécharger et de mettre ça sur une machine. Et à partir du terminal, c'est-à-dire tous les ordinateurs ont une application qui permet notamment de faire la saisie. Ça va être un écran noir, c'est un écran noir qui n'est pas du tout convivial du tout. C'est pas du tout convivial. Mais une fois que c'est installé, il suffit juste que l'informaticien te montre comment il faut charger un fichier, comment il faut mettre les différentes requêtes et l'information va sortir de manière structurée comme si vous avez fait la version payante. Mais ça, il faut évidemment vous adosser de la compétence d'un informaticien pour vous faire notamment cette installation en local. Mais je sais qu'à l'extérieur, ils ont plus pour DeepSeek, parce que DeepSeek est très, très bien. Et même en matière d'analyse, comme vous l'avez demandé, il est venu même dépasser pas mal en matière de compétences, de performance. Et comme les Européens voulaient l'utiliser, bon, ils ne voulaient pas charger, ils ont pris l'option de l'API pour les installer sur les serveurs. Voilà, à distance, la question était. Oui, ma question est relative au rendu des analyses Oui, des données. Et par exemple, lorsqu'on fait des analyses des données avec ChatGPT comme ça, et les résultats qu'on a, c'est toujours un résultat qui est type IA tout le temps. Donc, du coup, il faut encore retravailler ce résultat pour qu'on ne sache pas que c'est vraiment une analyse qui est faite à base de l'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une méthode pour faire les analyses de sorte à avoir un résultat qui n'est pas type IA? ouais, par exemple, si je prends l'exemple de ChatGPT, si vous voulez faire les analyses avec ChatGPT, la première des choses, ils ont créé l'agent recherche. Il y a l'agent aussi d'analyse des données. Il faut que vous le choisissez. Quand vous regardez dans les différents agents disponibles au niveau de ChatGPT, il y a l'agent, notamment analyse de données. Il faut que vous choisissiez cet agent. Si vous ne l'avez pas choisi, il faut que vous, dans le prompt notamment, vous spécialisez votre agent avant de commencer à faire des analyses. Tant que vous ne le faites pas, ça va être du générique. Je ne sais pas si vous avez compris l'astuce. Il faut Oui, que j'ai vous. compris. Mais bon, de façon générale, hein, quand on fait
et on met les prompts. Après, le résultat, il y a des thèmes qui sont tout le temps, qui reviennent, qui permettent aux gens de savoir que c'est l'IA. Par exemple, quand j'ai fait une requête comme ça, un prompt comme ça, je peux voir les mots comme cruciaux, crucial, ainsi de suite. Pour celui qui a l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle, il sait, il y a des mots directement quand il les croise, il sait que c'est un texte généré par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de faire de la sorte que ces mots-là ne soient pas répétés dans les textes qui est rendu? Le texte, là, c'est le commentaire ou c'est l'analyse, le résultat d'analyse? Comment? Bon, en fait, Le- de façon générale, hein, quand on met des prompts, les résultats qu'on obtient, il y a des mots qui ressortent, qui nous interpellent que c'est effectivement l'intelligence artificielle, quoi. D'accord. Bon, peut-être que ce que j'allais vous proposer dans ce cadre-là, là où on a retrouvé avec les scientifiques écrivent les articles, font les articles scientifiques entièrement avec l'IA. Et puis, ils intègrent derrière des mots qui permettent de ne pas détecter si c'est l'IA. Il faut que dans votre prompt, il faut ajouter notamment que l'IA n'a qu'à humaniser toutes les réponses qui vont ressortir. C'est vrai qu'il y a des applications qui permettent d'humaniser. Il faut ajouter ça également, l'humanisation. Il faut ajouter d'humaniser le résultat qui va sortir. Mais l'autre chose aussi qu'il faut se dire, l'IA ne remplace pas l'humain. Il faut toujours regarder l'IA, il faut toujours regarder les réponses, les corriger, mais l'IA ne fait pas tout, l'IA vient en complément. C'est ce qu'on dit toujours, mais l'IA ne vous remplace pas. L'IA ne doit pas remplacer les compétences humaines, ne peut pas Tout remplacer. à fait. Une fois que l'information ressort, il faut que vous regardez le résultat, il faut que vous le corrigez et puis faire des itérations, c'est-à-dire faire des va-et-vient. C'est-à-dire que, attention, ce résultat est bien, mais est-ce que tu peux supprimer tel ou tel mot ou bien reformuler? Il faut toujours faire l'itération. Ça, c'est vraiment important. Mais les œuvres qui sont fournies par l'IA doivent toujours être vérifiées et corrigées par l'humain. Ouais. En fait, moi, mes résultats, j'avais toujours, j'étais obligé toujours de retravailler sur ça. Alors, quand c'est beaucoup d'analyse, ça devient beaucoup complexe. Je travaille sur ça, je suis obligé d'aller sur certains sites pour introduire les textes, voir le pourcentage humanoïde, un truc comme ça. Voilà, et pour pouvoir extraire, puis voir. Là, quand ça atteint les 95% et plus, là, bon, du coup, on se dit que c'est acceptable. Mais maintenant, j'ai plus une idée très claire sur les sites sur lesquels on peut faire ces tests et qui sont fiables. Ouais, sur Sysinfo, il y a l'application qui était intégrée, hein, c'était intégré. C'est vrai qu'il y a des tokens, ça prend des tokens, hein. Donc, quand vous mettez ça, ce n'est pas gratuit. L'application pour humaniser l'information sur Sysinfo, il y en a, mais ça prend des tokens. On va voir les applications. Vous avez pratiquement, en mode, vous avez pratiquement toutes les 80 applications. Vous allez voir, on va voir ça quand on va faire l'aperçu rapidement. D'accord, merci beaucoup. Mm. Merci. D'autres questions? Les cadres réglementaires, bon, ça, on ne va pas trop y venir dessus. OK, on va partir maintenant à la phase pratique. Est-ce que tout le monde a son compte